connaissance, recherche, sciences, des sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci de m'avoir invité à cette conférence. Je vais commencer en parlant de façon plus générale de comment nous nous sommes impliqués dans ce type de campagne. Je vais parler de certains travaux que nous avons faits préalablement et ensuite je vais toucher mot à cet arrêt parlementaire dont il a été question dans les propos liminaires. Alors, qu'est-ce qui nous a encouragé à faire ce travail? Alors, on entend très souvent la question de savoir si les pays en voie de développement peuvent bénéficier de la démocratie. Alors, au cours des 50 dernières années, nous avons vu une vague de démocratisation se déferler sur des pays en voie de développement. Et conjointement à cela, c'est que les discours qui consistent à dire que la démocratie va pouvoir augmenter les revenus des gens. Donc en 1960, le pays coloré en rouge, les régimes autoritaires, et bleu, démocratie. Donc à l'aide de cette carte, avec quelques exceptions, vous pouvez voir que les régimes autoritaires prévalaient sur la démocratie. En 90, cela a changé et de façon significative en Amérique latine, donc une transition d'un régime autoritaire vers des démocraties. Et en 2005, les zones coloriées en rouge sont beaucoup moins nombreuses, encore beaucoup en Afrique subsaharienne, mais cela fait montre d'une certaine pression accrue exercée pour transiter vers une démocratie. Donc l'Afrique du Sud, c'est un exemple d'un régime non démocratique qui a transité vers la démocratie à l'œuvre à l'échelon local, considérée comme étant très important. Enfin, excusez-moi, c'est pas l'Afrique du Sud, mais la Chine. Et en même temps, excusez-moi, je ne sais pas comment piloter mes planches, dit l'oratrice, mais en même temps, avec cette démocratisation accrue, nous avons pu constater que le fait d'être doté d'institutions démocratiques n'est pas assez en soi pour bénéficier d'une gouvernance de bonne loi. On parle de la fourniture de prestations de services dans les pays en voie de développement pour l'essentiel démocratique, mais nous constatons pour autant des degrés de performance dans le service public assez médiocres. Donc, la question se pose de savoir comment est-ce que nous pouvons améliorer la performance de la démocratie. Comment est-ce que nous pouvons renforcer les capacités des institutions démocratiques? Et voici la question qui a été à l'origine de beaucoup de travaux conduits en Inde. Alors, c'est un bon terreau pour tester tout cela. Premièrement, parce que c'est un pays démocratique depuis longtemps. L'indépendance lui a été octroyée en 1947. Depuis les années 50, l'Inde a vu des élections régulières, à l'exception de 2 années, mais c'est aussi un exemple de comment les services publics ont échoué dans bon nombre de domaines. Il y a beaucoup de littérature qui témoigne de cet échec de la part de l'État indien au bénéfice des plus démunis. Quand on songe à la démocratie, quand on regarde la participation au vote, le taux de participation n'est guère très élevé, mais ce n'est pas très faible non plus, entre 60 et 65%. Et cela demeure inchangé depuis le début. De notre côté, il existe d'autres tendances à l'œuvre qui sont plus préoccupantes. Alors, je vais parler beaucoup donc de la politique ethnique. Alors, ce qui est positif, c'est la concurrence politique accrue. Précédemment, c'était un système à parti unique. Maintenant, il y a beaucoup de partis politiques. Mais
bon nombre de gens ont noté le fait que cette tendance s'est accompagnée de la création de partis qui ne souhaitent pas améliorer l'ordinaire des miséreux, mais juste pour satisfaire les besoins des gens qui font partie de leur faction, de leur tribu. Alors, on semble constater le nombre de législateurs qui n'ont pas beaucoup de qualifications académiques, y compris des casiers judiciaires. Nous avons assisté il y a 2 semaines à des élections parlementaires. Beaucoup ont dit que c'est très bien parce que le même gouvernement a été élu avec une majorité renforcée, donc ça témoigne d'une bonne démocratie, mais en même temps, cette élection était également l'échéance qui a démontré la présence d'hommes politiques avec des casiers judiciaires. Enfin, le nombre a accru par rapport aux échéances précédentes. Donc, le nombre de parlementaires avec un casier judiciaire est en augmentation. Les gens qui ont été en but à des inculpations avec à la clé un emprisonnement un séjour en prison d'entre 5 et 7 ans, ce nombre est en augmentation. Donc, c'est une question intéressante que de savoir est-ce que les démocraties peuvent être intéressantes en soi pour améliorer les services rendus aux plus démunis. Je n'arrive pas à piloter ma présentation, dit l'oratrice. Bon, donc la teneur de mon propos aujourd'hui est la suivante. 2 campagnes que nous avons évaluées et je vais m'attarder sur la 2e campagne qui parle de la diffusion d'informations. Mais je ne souhaiterais pas parler des campagnes en soi, mais sur comment encourager les gens à voter. Donc, est-ce qu'il suffit de convaincre les votants, les potentiels votants, que le fait de voter peut accroître la responsabilité des hommes politiques? Et on peut songer à cet État de l'Inde, Uttar Pradesh, population de 165 millions, et c'est presque un pays en soi. 2e question, est-ce que cette information peut aider les votants à choisir les meilleurs candidats? Et nous avons opéré cette campagne lors de la dernière phase des élections tenues récemment à Delhi. Donc, persuasion dans un premier temps pour la première campagne. Alors, ce qui a motivé notre démarche était la chose suivante. Nous avons constaté l'incidence des politiques tribales, la recrudescence de ceci, surtout dans l'État d'Uttar Pradesh. Et si vous regardez les chiffres internationaux, Freedom House reporte notamment, qui montre les performances en matière de gouvernance des pays à travers le monde. Mais la moitié des démocraties recensées dans le monde disposent de partis politiques qui sont assises sur des lignes de clivage tribales. Et donc, ça signifie qu'un parti politique soutenu par une grande tribu, ce parti politique est susceptible de remporter la victoire. Donc, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? Bon, les tribus, enfin les groupes ethniques, différents groupes ethniques ont des idées différentes en matière de politique, certes, mais si nous songeons à la distribution des richesses, peut-être que c'en est une autre paire de manches. Alors, si la politique redistribue la richesse entre des groupes différents, c'est une chose. Mais si l'État se dote de parlementaires compétents, et si les gens
Si les gens pensent que la partie tribale, c'est la plus importante, évidemment, ça va diminuer la capacité d'agir aux parlementaires compétents. Et si le poids ethnique pèse sur le système démocratique, il est plus probable que le candidat appartenant au groupe dominant, c'est plus probable qu'il va remporter les élections. Alors, donc, ce vote selon les lignes, ces votants qui souhaitent respecter des lignes de clivage tribales, est-ce que ça signifie finalement que les gens ne sont pas suffisamment informés? Ou bien est-ce qu'ils ne sont pas très conscients que finalement leurs votes peuvent peser dans la balance? S'il part du principe que, de toute façon, les partis politiques ne se soucient très peu des citoyens, si vous pensez cela, évidemment, votre vote, vous n'allez pas forcément être très incité à voter. Autrement dit, ce qui nous intéressait au premier chef, c'était de savoir, est-ce que ce serait possible de faire que les votants puissent voter, donner leur voix aux meilleurs candidats? Alors, nous avons fait par la chose suivante. Alors, l'idée, c'était... nous avons fait une campagne pour intituler « Ne votez pas selon des lignes de clivage tribal » et deuxièmement, votez contre les malversations, votez pour des candidats dits propres. Alors, ces campagnes se sont déroulées juste avant les dernières élections à Uttar Pradesh. Et ces élections constituent un rendez-vous très, très important pour les ONG, parce que les ONG sont déjà présentes sur le terrain et c'était très important pour elles d'avoir des résultats sur le succès de leur campagne. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient contribuer à notre campagne dans le cadre de laquelle nous allions prendre un échantillon de villages et avec une approche randomisée, nous allions tenter de trouver des résultats probants. Et cela a été opéré évidemment dans les deux campagnes que j'ai citées au préalable. Donc les résultats. Alors il y a beaucoup de degrés de criminalité parmi des hommes politiques. Ça varie considérablement, tout au moins la perception. Alors, on pensait que certains candidats avaient un casier juridique important. Donc, dans ce cadre, nous avions une mesure probante. Autrement dit, la probabilité de quelqu'un avait été inculpé d'un crime important. Donc, nous avions deux traitements, si je puis dire, dans un ensemble de villages. Les ONG ont transmis le message que les questions de développement ne touchent pas les gens appartenant à une seule tribu ou une seule caste, mais tout le monde. Donc, ne votez pas selon les lignes de clivage tribal. L'autre combat, c'était pour lutter contre la malversation. Ne votez pas pour les hommes politiques corrompus parce qu'ils vont voler votre argent. Et donc, en fait, il y avait un message sur le développement et une autre campagne sur ce qu'il ne faut pas faire. Autrement dit, ne votez pas selon les lignes de clivage tribal. Et l'autre campagne qui avait pour but de pas inciter les gens à ne pas voter pour les politiques corrompus. Donc les ONG avaient une équipe de 2 personnes qui devaient conduire la campagne selon des modalités différentes. En frapper à la porte, en informer les gens, en sensibiliser les gens à ces 2 messages. Et après, il y avait, à la fin de la journée de l'école, les écoliers se sont mobilisés. Et ça s'était associé à un spectacle pour enfants. Et à l'issue du spectacle pour enfants qui reprenait les mêmes thèmes des campagnes, il y avait une réunion de village. Et cette réunion était consacrée aux femmes. Et à un moment donné de la journée, nous avions une réunion uniquement pour les femmes, parce que dans bon nombre de ces régions, les femmes et les hommes ne pouvaient pas, n'étaient pas ensemble. Donc voici une affiche des individus issus de religions
qui pratiquent des religions différentes, et à la fin, à tout un droite, il y a une politique qui n'est pas une appartenance religieuse évidente. Et donc, ne votez pas selon des idéologies religieuses, ne votez pas selon les lignes des clivages tribales, mais votez pour les convictions. Voici un homme politique qui songe à l'argent, et à droite, il y a un homme politique qui songe au développement au premier chef. Donc, qu'est-ce que nous pouvons en conclure? Eh bien, au départ, j'étais assez sceptique. Les élections constituent une activité lucrative en Inde, et un parti politique, une formation politique, avait des vedettes du cinéma de Bombay qui travaillaient pour eux. Donc, quelle incidence est-ce que nous allons avoir en passant une seule journée dans un village? Et ça, vous ne pouvez pas forcément glaner des informations très, très intéressantes, mais ce que nous avons découvert, au contraire, c'est que les deux campagnes ont eu une incidence importante sur, dans un premier temps, le taux de participation. Donc voici, et vous pouvez faire une répartition, ventilation par sexe, hommes-femmes, et pour le taux de participation, les femmes sont beaucoup moins susceptibles de voter, mais ils régissent à la campagne. Alors, quand nous regardons les circonscriptions où au moins un candidat avait un casier juridique très important, un crime très infamant. Donc, si vous regardez la barre bleue, c'est dans les groupes des villages de contrôle, et 60% c'était le taux de participation. La barre verte, maintenant les villages où nous avons été présents, et le taux de participation masculin a évolué de 64 jusqu'à 74%. Et au moins un candidat avec un casier judiciaire. Pour ce qui est de la campagne anticorruption, même si on n'a pas d'effet sur le taux de participation, il n'y a pas beaucoup de changements, nous avons fait des comparaisons entre circonscriptions qui avaient quelques personnes condamnées qui se présentaient, et nous avons vu des effets. Donc c'est le premier signe que nous ayons qui nous montre que l'importance d'une campagne dépend un petit peu de la manière dont les villageois peuvent interpréter. Dans le cas de cette campagne, le message était très clair. Voter en fonction de la caste, c'est quelque chose que tous les politiques s'attendent à ce que les gens vont faire. Et voici une ONG qui arrive en disant « Ne faites pas cela ». Pour ce qui est de la corruption, nous disions simplement « Votez pour des candidats propres » sans dire aux villageois qui étaient les candidats propres. Et là, nous avons constaté des signes très clairs de candidats locaux de faible qualité qui étaient impliqués dans des affaires. Et ce message a eu une répercussion qui a augmenter la participation aux élections, et donc on a constaté un effet dans ces régions, puisqu'on a eu un plus fort taux de participation aux élections. Non seulement les gens ont participé au scrutin, mais on a constaté qu'il était également possible d'influencer sur quelle base ils votaient. On a essayé pour ce qui est des votes en fonction de la caste, on ne peut pas se baser sur les registres électoraux puisque le vote est anonyme. Donc, on a mené une enquête une fois les élections terminées, et nous avons vu que la susceptibilité de voter pour un parti représentant votre caste était passée de 57% à 52%. Par ailleurs, si le candidat d'une certaine caste avait un casier judiciaire, on voit plus nettement les effets. Si un candidat avait un casier judiciaire, alors votre part de vote la part de vote dans sa propre caste baissait énormément. Et avec les données électorales, on peut simplement poser la question, est-ce que l'information sur la caste a également eu un impact sur les candidats qui avaient un casier judiciaire? Et oui, effectivement, on constate que cela a eu un impact, avec moins de voix pour les candidats ayant un casier judiciaire. Donc, dans le cadre des villages où il y avait un candidat ayant un casier judiciaire, et si ce candidat avait été
identifié par la presse et les journalistes comme étant le plus corrompu. Et si ça, ce n'est pas affecté par la campagne, c'est simplement un fait, c'est-à-dire qu'en moyenne, les candidats corrompus semblent avoir de meilleurs résultats aux élections que les autres. C'est une tendance. Et comment interpréter ces résultats? Eh bien, il semblerait que si vous incitez les voteurs à voter sur des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'ethnicité ou de caste, on voit un effet. Si on fait passer un message en invitant les gens à ne pas voter sur ce critère, mais en votant sur la qualité, cela a un effet. Néanmoins, un message qui dit ne votez pas par rapport à votez par rapport à la corruption, ce message n'a pas d'effet. Nous avons identifié deux raisons pour cela. La première raison, c'est que les gens s'intéressent à la corruption, mais là, l'information était trop brute, pas suffisamment détaillée pour qu'ils puissent agir. On leur a simplement dit ne votez pas pour des candidats corrompus. Deuxième raison, c'est que les politiques ont réagi. Dans les zones où il y avait des campagnes avec des hommes politiques corrompus, les politiques ont réagi et ont mené une campagne beaucoup plus proactive. Donc, il était difficile de démêler ces deux messages et pour ce faire, nous avons étudié, dans le cas d'une autre campagne, l'effet que pouvait avoir une véritable information, c'est-à-dire que l'on identifiait les personnes qui avaient de bonnes performances et ceux qui n'en avaient pas, et nous voulions voir si cela avait un effet. Et c'est ce que nous avons fait donc dans le cadre de notre association. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il y a quelques années, donc, le Parlement indien a voté la loi sur l'accès à l'information. Et ce qui nous a permis de mesurer les performances des politiques. Donc nous avons travaillé avec l'association SNS et je dois d'ailleurs les remercier pour le travail incroyable qu'ils ont fait pour rassembler ces données. Et nous avons fourni ces données à différents avocats et nous leur avons demandé comment est-ce que cette information peut avoir un impact sur les pauvres qui dépendent de l'État pour leurs biens privés et publics. Donc, encore une fois, il s'agissait d'une campagne qui avait été menée dans le cadre d'une enquête de terrain. Donc, nous avons sélectionné 200 bidonvilles. Sur ces 200 bidonvilles, nous en avons choisi au hasard 100 chez lesquels nous allions donner une information et les autres ne recevaient pas l'information. Après les élections, nous avons recueilli des données d'enquête et les données électorales pour étudier l'effet de notre information. Donc la première phase de ce programme était une campagne au porte-à-porte où nous informions les gens sur les droits et responsabilités du législateur. Que doit faire un député? Que doit faire un élu? Dans une deuxième phase, nous avons travaillé avec l'association SNS pour travailler sur les performances du législateur et voir quelle utilisation il faisait des fonds discrétionnaires. Nous avons également travaillé sur les qualifications des plus grands candidats, c'est-à-dire que nous avons étudié leur casier judiciaire, leur formation et leurs actifs financiers. Et nous avons publié cette information dans un journal. Donc, toutes les semaines, le journal donnait l'état des faits pour 3 circonscriptions. Et dans la zone de traitement, nous sommes assurés que chaque foyer pouvait recevoir gratuitement un exemplaire du journal en question dans leur boîte aux lettres ou sur leur palier. Et par ailleurs, les différentes personnes travaillant pour l'ONG sont retournées dans les quartiers pour discuter avec les gens des articles qui avaient été publiés dans le journal. Donc ici, une photographie dans un bidonville de Delhi. Ici, vous avez notre travailleur d'ONG qui est en train de mener la première phase du programme, à savoir la campagne en porte-à-porte. Nous fournissons des informations aux habitants quant aux droits et responsabilités des députés. Phase numéro 2, ici, un article découpé dans le journal. Si vous regardez la colonne de gauche, c'est pour l'une des circonscriptions. Tout en haut, vous avez les performances des différents élus.
On vous dit, par exemple, avec quelle régularité il a assisté aux séances du Parlement, quelles questions il a posées. Ensuite, vous avez une colonne sur les dépenses des fonds discrétionnaires qu'ils peuvent dépenser comme ils le souhaitent, parce que chaque député reçoit 20 millions de roupies par an qu'il peut décider de dépenser comme il le souhaite pour le bien public dans leur circonscription. Et là, dans cette colonne, on montre ce qu'ils ont fait de cet argent pour l'adduction d'eau, le traitement des ordures, etc. Et ensuite, vous avez des informations très explicites sur les comités de circonscription qui doivent être mis sur pied par les députés, et notamment un comité qui permet aux citoyens de venir s'exprimer et se plaindre pour dire comment fonctionne le commerce de biens alimentaires dans leur quartier, par exemple. Et c'est au sein de ces comités que l'on entend beaucoup de discussions quant à la difficulté d'avoir accès à la nourriture et combien le système peut être corrompu. Donc, l'un des rôles principaux des députés, c'est de mettre en place un comité de surveillance qui assure la distribution des colis alimentaires et qui écoute les récriminations des citoyens. Donc, voici les résultats pour 3 candidats des 3 grands partis. Et pour chaque candidat, nous offrons également des informations sur le casier judiciaire, sur leur formation et sur leur patrimoine personnel tel que divulgué au moment où ils ont déposé leur candidature. Donc, les résultats dépendent beaucoup de l'utilisation des résultats et des données obtenus auprès des bureaux de vote et d'enquêtes que nous avons menées après les élections. Donc, cela nous permettait de savoir pour qui ils avaient voté. La première chose que nous constatons, et qui est similaire à ce que nous avions constaté précédemment, c'est que les campagnes menées auprès des électeurs sont un moyen de les mobiliser. On voit que le taux de participation est passé de 56% dans les bidonvilles du groupe témoin à 60% dans le groupe testé ou dans le groupe étudié. Deuxième constatation, et là c'est tout à fait en lien avec ce que nous avons vu dans les zones rurales, c'est que les gens n'aiment pas les candidats qui ont un casier judiciaire, car ils disent que dans les zones rurales, on se dit que plus ils sont corrompus, plus ils vont pouvoir ramener des choses dans le village. Ce n'est pas le cas à la ville. Ici, vous avez en rouge le candidat au Parlement, au Congrès, qui avait un casier judiciaire, et en bleu, celui qui n'en avait pas. Les 2 premiers diagrammes vous montrent dans une zone où il n'y avait pas de campagne. Et comme je vous le disais, les candidats à casier judiciaire, en général, ont des résultats un peu meilleurs. Donc là où il n'y avait pas de campagne, le candidat avec casier judiciaire a remporté 40% des voix, 48% des voix, alors que celui qui n'avait pas de casier judiciaire a remporté 46% des voix. Maintenant, là où nous avons mené une information, voici les résultats. Le candidat au Congrès qui n'a pas de casier judiciaire a 50% des voix, alors que celui qui a un casier judiciaire pour crime violent remporte 43% des voix. Et ça pour des candidats provenant d'un même parti. Donc, cela démontre clairement que la population ne considère pas que la criminalité puisse leur bénéficier. Et si vous regardez simplement le premier graphique, qui est le graphique que l'on vous montre souvent dans les journaux, on dit « Ah, mais regardez les pauvres, ils aiment les criminels parce qu'ils les élisent à 48% alors qu'ils avaient de l'autre côté quelqu'un qui est très propre et qu'ils ne lui ont attribué que 46% des voix. » Mais maintenant, je pense que ces statistiques sont trompeuses, car notre étude expérimentale démontre que lorsque les gens sont au courant des casiers judiciaires et des affaires judiciaires, à ce moment-là, ils réagissent et ils élisent des politiques
plus honnête. Question suivante, et qui pour moi est la plus importante lorsque l'on parle de démocratie et de développement, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour les gens quand ils votent. Est-ce que ce qui est important pour eux, c'est le bien public, c'est le développement, c'est les transports publics? Donc nous avons mené une enquête après les élections et nous avons demandé aux électeurs quelles étaient les raisons les plus importantes qui avaient motivé leur vote. Et ce que vous voyez ici, c'est que les deux raisons, et évidemment, ils avaient plusieurs choix, et les deux raisons qui ont été citées les plus souvent, c'était l'augmentation des prix et ensuite le développement local. Les autres problèmes, comme la corruption, la violence, le terrorisme, recueillent un faible nombre de voix. Les élections locales se sont déroulées 4 jours après l'attaque terroriste sur Bombay. Donc les journaux disaient que toute l'élection allait être déterminée par la réponse au terrorisme. Mais comme vous le voyez, le terrorisme ne semble pas être un problème majeur à l'esprit des votants. Pour eux, c'est bien l'augmentation des prix et le développement local qui sont les points les plus importants. Donc, bien que ce soit les deux points les plus importants, il y a des écarts importants quant à leur importance. Donc, dans certaines circonscriptions, si l'on regarde le résultat du développement local en bleu et de l'augmentation des prix en rouge, dans la dernière circonscription, 90% des répondants ont dit que ce qui était le plus important pour eux, c'était l'augmentation des prix, et 10% seulement ont dit que ce qui était important pour eux, c'était le développement local. Par contre, si vous allez au milieu et que vous regardez cette autre circonscription, vous avez des résultats totalement opposés. 93% vous disent que c'est le développement local, et vous voyez le chiffre pour l'augmentation des prix. Donc, ce qui est clair ici, c'est que les gens ont différentes motivations. Tout le monde ne s'intéresse pas de la même manière à l'augmentation des prix ou au développement local, mais en tout état de cause, c'était là les deux points qui étaient systématiquement soulevés. Quand on commence à analyser les résultats pour voir le type d'information qui a fait réagir les gens, on a commencé à demander aux gens s'ils vivaient dans une circonscription où c'était l'augmentation des prix qui étaient le plus important ou si c'était le développement local qui était le plus important. Et ce qui est absolument étonnant, c'est que on a des différences d'un quartier à un autre. Donc, si vous avez un élu qui a travaillé, qui a vraiment travaillé au niveau du comité de récrimination de la part des citoyens, là, même dans le groupe témoin, on constate que les chiffres sont impactés par le fait que l'élu a mis en place et a participé aux travaux du comité de contrôle de la distribution des colis alimentaires. Donc, même si vous vous souciez dans les quartiers où on se soucie de l'augmentation des prix, on se soucie également de la distribution des rations alimentaires. Maintenant, les choix de dépenses, simplement pour vous donner une idée des choix de dépenses. Donc c'est très petit, mais en moyenne, les premières dépenses, le premier budget de dépenses, ce sont les routes, ensuite les égouts, ensuite les parcs, ensuite l'eau est dans une catégorie différente, donc on ne va pas l'étudier ici parce que pour l'eau, il y a un financement spécifique. Mais ce qui est le plus étonnant ici, c'est que en moyenne, pour toutes ces catégories, un député, en moyenne, ne dépense que la moitié du budget qui lui est alloué. Et le signe le plus important de la qualité d'un député, c'est de savoir s'il s'intéresse à comment il dépense l'argent. Parce que dépenser l'argent, c'est un petit peu compliqué. Il faut rassembler des dossiers et ensuite sous-traiter auprès d'une communauté municipale qui va mettre en œuvre les travaux. Donc, le plus facile, c'est de ne pas dépenser l'argent. Et au bout de 5 ans, quand les nouvelles élections arrivent, si vous n'avez pas dépensé le budget discrétionnaire qui vous était alloué, ce budget retourne au niveau du ministère des Finances. Donc, en moyenne, un député ne dépense pas
la moitié du budget qui est à leur disposition. Donc, ils ont un budget de 20 millions de roupies par an et en moyenne, donc ça fait 1 milliard de roupies sur un mandat de 5 ans et en moyenne, ils n'en dépensent pas la moitié. Et ce qui est important de voir, c'est combien d'argent ils dépensent et ensuite, sur quelle catégorie de dépenses ils répartissent leur budget. Et les postes sur lesquels il y a le plus de dépenses, est-ce que cela a un impact sur la vie des voteurs et quel est l'impact sur les communautés en fonction de leur centre d'intérêt principal? Ce qui est intéressant, et nous avons vu que toutes les dépenses ne sont pas récompensées par le vote. Et je voulais simplement vous montrer un tableau pour vous montrer quels sont les types de dépenses qui sont récompensées et celles qui ne le sont pas. Et ma collègue tout à l'heure va vous parler de son association SNS et va vous montrer quelles sont les catégories de dépenses qui comptent et celles qui comptent moins. Pour l'instant, nous sommes encore en train de travailler pour voir comment nous pouvons interpréter les différences et voir ce qui compte vraiment. Mais en bleu clair, vous avez les dépenses les moins importantes qui ont le moins d'impact. Mais vous voyez que les routes, qui sont celles qui font l'objet des plus grosses dépenses, on se rend compte que ce n'est pas forcément le type de dépense qui est préféré par les électeurs. Vous avez une importance de 15%, donc ça veut dire que le fait de dépenser pour les routes ne va pas vous donner un avantage. Par contre, si vous investissez sur les maisons de communauté et sur les égouts, vous avez un bonus. Ici, on parle souvent du triangle ou du triangle de responsabilité. Quand on introduit des formes démocratiques de service, l'un des outils de responsabilité les plus importants, c'est le vote. Et c'est un outil tout à fait approprié dans les pays en voie de développement. Souvent, les gens ont tendance à dire que les gens peuvent être achetés plus facilement dans les pays en voie de développement pour les élections. Mais ce que nous avons constaté, c'est que les électeurs s'intéressaient au type de service qui leur était rendu et qu'il n'est pas nécessaire de remplir plein de papiers et de documents pour obtenir ce que l'on veut. Il suffit d'aller dans l'isoloir et de voter. Et la plupart des pays dans les démocraties, dans les pays en voie de développement, n'ont pas beaucoup d'informations. Et ça, c'est l'un des points sur lesquels je pense que les politiques devraient pouvoir réagir. Merci. Merci. Merci de m'avoir invité. Ainsi que l'a dit Rohini, nous avons travaillé avec JPAL avant les élections tenues récemment à Delhi et je vais vous donner quelques éléments de contexte. Alors, vous savez, certains d'entre vous peut-être, mais en Inde, nous avons un système où il n'y a pas beaucoup de transparence en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement. Donc, il y a une culture du secret qui règne dans le fonctionnement du gouvernement. Et cela a été favorisé par le Official Secrets Act de 1923. Donc même si en 1947 nous avons été octroyés notre indépendance, mais pour des raisons que nous ignorons, cet acte de 1923 n'a pas été abrogé. Donc le droit à l'information est consacré comme droit dans la Constitution, mais un citoyen ne peut pas avoir des informations auprès du gouvernement, surtout les dépenses publiques. Et parfois, un citoyen va se rendre à un guichet local, si je puis dire, mais cet agent ne va pas pouvoir partager cette information avec le citoyen parce qu'il peut se voir en but à certaines sanctions. Donc, nous avons opéré certains travaux et, bon, je ne vais pas parler en profondeur par rapport à ce sujet, mais bon, il y a beaucoup de malversations, des services publics qui n'ont pas forcément bénéficié les citoyens, des problèmes à tous les échelons du gouvernement. C'est vrai pour la législature, enfin le Parlement,
les tribunaux et pour le gouvernement. Mais dans les années 90, il y avait un mouvement, surtout à l'État de Rajasthan. Les gens disaient que voilà, il faut absolument avoir une loi qui donne le droit aux citoyens d'avoir des informations, ce qui est consacré d'ailleurs dans la Constitution indienne en 2005. Suite à un mouvement national, nous avons pu obtenir cette loi. Droit à l'information, c'est vraiment considéré comme l'une des lois les plus progressistes du monde et qui recouvre les trois bras du gouvernement. Le gouvernement, proprement dit, le judiciaire et la législature. Et il y a des dérogations, mais assez restreintes. Donc, ces informations doivent être fournies en l'espace de 30 jours. Donc, il y a vraiment c'est un délai très précis. La possibilité d'ester en cours de cassation, si jamais l'information n'est pas, enfin, l'information désirée n'est pas octroyée. Et on a constaté que quand les gens n'avaient pas l'information demandée, il y avait une seule possibilité d'ester au niveau de la Cour de cassation à l'échelon de l'État. Donc, en fait, il y a un comité maintenant à l'échelon de l'État, Et il y a également des sanctions si des informations ne sont pas transmises. Et cette sanction frappe celui, évidemment, qui ne donne pas l'information désirée. Donc, c'est une loi robuste, de fraîche date, passée donc en 2005. Alors, quelques éléments de contexte sur le groupe avec lequel je travaille, SNS, créé en 2003. Ce n'est pas affilié ni soutenu par des formations politiques. Et notre but premier, c'était de promouvoir la transparence et la responsabilité en matière de gouvernance. Notre stratégie renforce les capacités des citoyens pour leur permettre d'exercer leur droit d'accès à l'information et de faire en sorte d'évaluer les droits et les devoirs du gouvernement. Le problème, c'est que les gens ignoraient leurs droits. Alors, les colis alimentaires, notamment, où les gens pouvaient, en contrepartie d'un bon, ils pouvaient recevoir des colis. Mais les gens ignoraient que ce dispositif existait. Résultante, en raison de cette transparence, il y avait beaucoup de malversations et de détournement de colis alimentaires. Notre stratégie, par voie de conséquence, c'est de sensibiliser les gens aux droits dont ils sont dotés, d'utiliser cette nouvelle loi pour avoir accès aux informations désirées. Nous travaillons dans les bidonvilles, principalement à Delhi. Et depuis 2005, notre travail se concentre sur la responsabilité politique. Alors, l'une des raisons à cela, c'est que même si le fonctionnement du gouvernement est opaque, le volet le plus puissant, c'est le Parlement. Et c'est vraiment un défi considérable d'avoir des informations sur le Parlement. Alors, nous avons tenu des réunions, organisé des formations auprès des communautés, mais nous avons constaté qu'à la veille des élections, les gens se rendaient très peu à nos réunions. Et quand nous avons posé des questions de savoir pourquoi, les gens nous répondaient que nos bidonvilles seront rasés et nous serons sans domicile. Et donc, alors, ils ont découvert la liste des bidonvilles dont la démolition a été programmée. Mais en fait, nous avons découvert que finalement, là où nous avons tenu nos réunions, les bidonvilles n'allaient pas programmés à être démolis. Donc, en fait, ces bruits étaient circulés par des agitateurs et leurs agissements étaient destinés justement à faire circuler des informations erronées. Mais ça permettait aux politiques de dire, voilà, si vous votez pour moi, votre bidonville ne sera pas rasé. Alors que les bidonvilles ne couraient aucun risque d'être rasés parce que ce n'était pas programmé. Alors les gens parlaient
d'à quel point ils avaient très peu d'informations. Ils voulaient avoir des informations sur ce que font les hommes politiques une fois ils sont élus. Alors, comment les... Enfin, c'est aussi une question de savoir que les hommes politiques, en fait, se rendaient auprès d'eux pour être élus, mais au terme de leur mandat de 5 ans, ils retournaient les voir, mais entre-temps, ils ne les voyaient pas. Et les gens ne tenaient pas leurs promesses, donc on promettait monts et merveilles à la veille d'une élection. Et pendant leur mandat, ils ne faisaient rien, mais c'était impossible de les mettre face à leurs obligations. Donc les gens voulaient avoir des informations sur des élus et en fait ils voulaient cela parce qu'ils pensaient que c'était beaucoup plus accessible ces gens à la différence des fonctionnaires. Les fonctionnaires qui travaillent, enfin s'ils se rendent auprès des fonctionnaires, c'est pas facile d'y accéder, mais les élus sont plus accessibles et sont plus ouverts au dialogue avec les gens. Mais en fait, quand ils voient ces élus, ils entendent des promesses qui, in fine, ne seront pas tenues. Mais si nous pouvons jouir d'un meilleur accès à ces gens, peut-être pourrait-on les mettre en face de leurs obligations. Alors, parlons de la campagne que nous avons opérée à la veille des élections à Delhi, de l'Assemblée de Delhi. Alors, pendant nos réunions, les gens ont évoqué le manque d'informations concernant les droits et les devoirs des hommes politiques. Nous ignorons les fonctions remplies par ces élus. Alors, nous savons qu'ils sont censés nous représenter, mais comment est-ce qu'ils procèdent? Quelles sont les règles? Quels sont les outils? Quels sont les leviers qu'ils actionnent? Nous n'avons aucune information. Alors, une fois les gens élus, ils ne disposaient pas de la moindre information sur ce qu'ils faisaient, une fois élus. Donc, pendant la campagne, nous avons demandé à ce que ces informations soient disponibles, comment les choses fonctionnaient. Et en fait, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles et de fonctions délimitées de la part des MLA. Mais en fait, on a demandé, voilà, quels sont les documents que vous remettez aux MLA nouvellement élus. Mais en fait, la réplique était, en fait, nous ne donnons pas de mission précise, nous nous donnons des informations logistiques. Et donc, certains d'entre nous, des avocats, entre autres, nous sommes penchés sur le People's Representation Act ainsi que d'autres règles et nous avons tenté de dégager les fonctions des MLA. Et nous en avons parlé longuement à l'occasion de nos réunions. Ce sont les droits et les devoirs. Voici les droits et les devoirs, évidemment, à l'échelon de l'Assemblée, au Parlement, la responsabilité en matière de création de lois, de politiques et de soulever des questions. Ensuite, ainsi que l'a dit ma collègue, il y a certains fonds, des fonds discrétionnaires sous l'égide de 2 programmes, développement local et un programme d'eau à Delhi. 20 millions de roupies pour le premier programme. Il faut qu'ils se rendent auprès de la population pour recenser leurs problèmes. Et pour l'autre programme sur l'eau, est censé utiliser donc ce fonds de 5 millions de roupies et ça chaque année. Après, il y a la surveillance de l'exécutif et l'un des outils premiers sont sous la forme de comités, et ces comités doivent se réunir et débattre de problèmes liés au fonctionnement de l'exécutif et y remédier. Alors nous avons partagé ces informations et les gens vraiment s'y intéressaient parce que les gens disaient, ils ignoraient complètement que les parlementaires étaient dotés de fonds. À chaque fois qu'on va voir les MLA, celui-ci répond en disant, mais en fait, on n'a pas d'argent de toute façon. Ils ignoraient l'existence, juste l'existence de ces conseils, de ces comités. Bon nombre de gens
nous ont abordés pour dire, ben voilà, en fait, j'ai pas reçu mon colis alimentaire. Et quand j'ai dit cela au MLA, il disait, ben, en fait, moi, j'ai aucun rôle à jouer là-dedans, donc adressez-vous ailleurs. Donc quand il y a aussi le comité de la police, il y a beaucoup de problèmes liés à l'action policière dans les bidonvilles, mais des dérapages notamment. Et les gens s'intéressent justement à ce que l'MLA sortant a réalisé pendant ces 5 années de mandat. Donc nous avons émis 60 requêtes portant sur des informations sur les MLA. Alors, nous ne voulions pas être perçus comme étant partisans. Là où nous avons travaillé à Berly, c'est vraiment le terrain de prédilection d'une formation politique particulière. Donc 60 RTI. Alors, nous avons collecté ces informations au cours d'un an. Alors, un orateur précédent, en parlant de l'Ouganda, a dit quelque chose de semblable. Nous avons droit à l'information grâce à cette loi, mais nous ne pouvons pas facilement utiliser cette loi pour accéder aux infos. Il y a beaucoup de réticence et cette culture du secret prédomine encore. Donc, cela nous a pris un an et des communautés locales avaient peur des MLA, disant que voilà, ils vont nous retirer nos colis alimentaires, mais les gens ont insisté, ont été opiniâtres, donc nous avons réussi à obtenir les informations. En revanche, c'était très difficile à comprendre une fois reçue cette information. Cette information a été rédigée en anglais, langue qui échappe à beaucoup de ces personnes dans sa communauté. Même pour nous qui comprenons l'anglais, c'était rédigé dans un langage extrêmement technique. Ainsi, nous n'avons pas vraiment compris la teneur des documents. C'était opaque, ça restait opaque. Donc, nous avons sollicité des fonctionnaires en retraite qui compatissaient avec nos travaux et ils ont élucidé la teneur de ces documents et les ont rédigés de façon à ce que le contenu soit compréhensible. Alors, les MLA à Delhi, d'après certaines statistiques que je viens d'afficher, en 2007, l'Assemblée s'est réunie 18 fois uniquement, donc 18 jours de travail. Sur les 70 MLA à Delhi, 38 n'ont jamais posé des questions pendant une séance de délibération. Dans 53 MLA pour les fonds de développement, 53 ne se sont même pas mobilisés pour dépenser les fonds qui leur ont été attribués au titre du fonds des fonds de développement. Ce que je n'ai pas fait figurer à l'écran, c'est que les données ont démontré que les fonds ont été dépensés sur les items non prioritaires. Donc, dans l'une des circonscriptions où nous avons travaillé, les gens ont beaucoup de problèmes de raréfaction d'eau. Donc, les gens vraiment doivent faire la queue pendant très longtemps pour avoir de l'eau potable. Et les dépenses du fonds de développement étaient destinées à la construction de fontaines dans les parcs publics. Donc, les gens étaient très peu contents de voir ces travaux d'aménagement des parcs publics. Donc, il y a une grande désadéquation entre l'offre et la demande. Et donc, en fait, les gens se sont rendus au MLA, mais les MLA répliquaient en disant qu'il n'y avait pas de fonds pour cette eau. Mais après, ils ont découvert que le contraire était vrai. 43 circonscriptions sur les 60 circonscriptions, avec 43, aucune réunion du comité de surveillance des colis alimentaires en 2008. Et en fait, nous avons certaines informations qui indiqueraient que la composition du conseil n'a jamais été réalisée. 9 districts à Delhi. Normalement, il devrait y avoir un comité de doléances qui
recouvre des problèmes émanant des questions d'énergie et de fourniture en eau. Et dans un seul district, nous avons découvert que la composition du conseil avait été arrêtée et que le conseil avait effectivement délibéré. Donc, auprès des communautés, nous avons commencé à parler du bilan des MLA et nous nous sommes rendus compte qu'il faut absolument un appareil propre à diffuser correctement ces informations. Alors, tout le monde semblait comprendre les fichiers, des sortes de fiches, parce que des fiches de performance, va évoluer la performance, à l'instar des fiches qu'ils avaient reçues écoliers. Nous avons donc repris cette idée et ces fiches devaient recenser les performances réalisées par un MLA pendant son mandat. Donc à Dali, nous avons donc élaboré des fiches qui recensaient leurs droits et leurs obligations, ainsi que ceux qu'ils ont réalisés au cours de leurs 5 années de mandat. Donc voici un exemple. Et donc ça, c'est un journal qui reprend les paramètres. Donc pendant combien de questions est-ce qu'ils ont posé, combien est-ce qu'ils ont dépensé en matière de fonds de développement, ventilés par catégorie, la voirie, l'eau, ainsi que nous avons vu sur les planches précédentes, des informations sur... Alors, nous avons demandé les actes, le compte-rendu de ces délibérations. Alors, est-ce qu'ils ont assisté à ces réunions, à ces assemblées et casier judiciaire, je veux dire. C'était un autre élément. Alors, ces fiches ont été diffusées à l'occasion de ces occasions. Nous avons fait des jeux de rôle. Nous avons travaillé conjointement avec des organisations non gouvernementales au nombre de 15. Les sessions de formation pour sensibiliser les gens aux droits de voix des MLA. Et ces informations devraient donc être diffusées après. Et les médias y ont souscrit. Donc, nous avons travaillé avec l'État d'Hindustan, le Times of India, ce qui est un journal quotidien rédigé en anglais. Donc, Rorin a déjà parlé des résultats, donc je ne vais pas m'attarder sur cette planche. Mais voici quelques-uns des impacts que nous avons constatés dans les zones où cette information a été distribuée. Il y a bien entendu un accroissement de la prise de conscience quant au rôle des représentants élus. Et je pense que l'importance de ces élus dans la vie, quand les gens voient l'impact de ces élus dans leur vie, c'est une raison qui les motive à les voter. C'est la raison pour laquelle nous avons constaté une augmentation de 4% du taux de participation lorsque les gens ont une information sur leurs représentants élus. Mais le problème en Inde, nous l'avons déjà dit, c'est que l'État est en train de commencer toujours à lâcher un petit peu prise et lorsque les gens obtiennent cette information objective, on constate qu'ils commencent à prendre mieux conscience des choses. Et puis, quand les gens voient combien les performances de leurs élus ont été mauvaises, alors ils sont demandeurs d'informations régulières sur le travail de leurs représentants élus. Par ailleurs, le public dans les bidonvilles est de plus en plus demandeurs d'informations montrant la responsabilité de leurs élus. Donc, au lieu de dire eh bien, il n'y a qu'à prier, eh bien, maintenant, les gens insistent pour savoir comment allez-vous utiliser votre budget discrétionnaire, etc., etc. Donc, les informations aujourd'hui sont même utilisées aujourd'hui par le peuple lorsqu'ils discutent avec les élus et qu'ils exigent qu'ils dépensent ces fonds pour répondre aux besoins du public. Et
Cette information est maintenant dans le domaine public. Par exemple, les deux journaux, l'Hindustan et le SNS, nous avons eu des coups de téléphone pour nous demander, tiens, est-ce que vous savez que telle et telle information va être révélée dans la presse? Si nous l'avions su, nous aurions monté tel et tel comité dans notre circonscription. Donc, évidemment, ce genre d'information augmente la responsabilité des politiques. Les résultats dont ma collègue vous a parlé sont d'une très grande valeur pour nous parce que, vu ce que nous envisageons de faire, bien entendu, nous allons continuer à mener cet exercice d'information, même après les élections locales à Delhi. Il y a eu des élections parlementaires dans tout le pays et les journaux ont continué à informer le public des performances et des bilans des membres du parlementaire. Alors, bien entendu, 1 milliard d'Indiens ne va pas envoyer des demandes d'information sur ce qu'a fait son représentant politique. Donc, ce que nous voulons faire, c'est nous positionner comme un groupe de lobbying auprès du gouvernement pour que l'information tombe dans le domaine public de telle sorte que les gens puissent faire le lien entre bilan et performance d'un élu. Tous ces documents vont évidemment beaucoup nous aider à avoir des discussions proactives. Nous voulons également nous savons également qu'il n'y a pas de mécanisme de consultation des citoyens par les représentants élus et donc ce que nous voulons, c'est maintenant que nous savons que les gens réagissent différemment à la façon dont, en fonction des types de dépenses et des types de budgets alloués, ce genre de révélation et ce genre de constatation va sans doute favoriser le dialogue du haut vers le bas, c'est-à-dire des élus vers la population, et ça va les encourager à interagir avec la population. Et bien entendu, dans un contexte comme l'a cité Rohini, dans un contexte où le vote ethnique, le vote en fonction des castes est important, ce type de recherche est une grande valeur pour permettre de faire le lien entre les performances et les candidats et ce qui leur permet d'être élus. Je vous remercie pour votre attention.